Bonjour et bienvenue dans ce 110e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 13 mars 2025. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peugnier et Adrien Clairbois. Bonjour messieurs, vous allez bien? Salut. Bonjour, ça va et toi? Ça va, hein, toujours tout bien. Et aujourd'hui, vous le voyez déjà d'ailleurs, ceux qui sont en vidéo, nous avons l'avantage de recevoir Thomas Thierry. Tu es développeur .NET Freelance, si j'ai bien vu sur ton profil LinkedIn, mais explique-nous peut-être ce que tu fais, et bonjour déjà avant de commencer. Ouais, salut tout le monde. Moi, je suis développeur .NET depuis 17 ans. Avant ça, je faisais du PHP quand j'étais ado, et donc ça fait un petit moment. Ah, bah t'as Christophe en copain alors. Ah, bah c'est bien. Ah, mais on n'aime plus. Ça fait longtemps. J'ai fait ça pendant pas mal de temps. J'ai fait pas mal d'autres choses, et à un moment, sur les projets sur lesquels je travaillais, j'ai réalisé que c'est pas en faisant du meilleur code qu'on allait régler les problèmes qu'on avait. Et ça m'a amené à m'intéresser beaucoup à l'agilité. Et à l'agilité, il y a beaucoup de choses là-dedans. Moi, j'aime beaucoup de choses, mais aussi toute la partie technique. J'aime beaucoup rappeler que l'agilité, c'est inventé par des développeurs principalement. Et en fait, il y a vraiment plein de choses, donc extreme programming principalement. Ouais. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les tests, sur le test-driven development, mais sur plein d'autres choses. C'est vraiment livrer des petites choses régulièrement et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné. Du coup, j'ai donné des cours en haute école là-dessus. J'ai écrit un livre là-dessus. Voilà, j'ai fait plein de choses, publié plein de choses là-dessus. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Sur quoi? Sur les tests en particulier que tu as fait des livres et des cours, ou bien sur l'agilité de manière générale? Non, moi, mon credo, c'était un peu de rassembler le côté technique et pas technique de l'agilité, où on la voit souvent comme un truc pas technique, alors que pour moi, de nouveau, c'est inventé par des développeurs. Il y a beaucoup de techniques, en fait. Et souvent, on dit oui, il faudra faire aussi des pratiques techniques. Hein. Donc, c'est extreme programming, ça c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Et donc, dans le livre, c'est les deux. On parle de Lean, on parle de DevOps, etc. Mais avec mon point de vue de développeur depuis toujours, où je dis oui, mais donc concrètement, ça veut dire quoi pour l'équipe de développeurs? C'est de faire ça, c'est de regarder dans la DB les DevOps, c'est aussi les données, etc. Donc, voilà, plein de choses comme ça. Et donc, tu me donnes le lien le test-driven development, mais dans les grandes lignes. Il faudra que tu me donnes le lien aussi du livre en question. Ça peut peut-être intéresser aussi certains auditeurs, donc on le mettra dans les notes de l'émission. Si certains veulent prolonger le sujet, parce qu'on n'a pas encore dit, mais le sujet d'aujourd'hui, ça va tourner, et d'après ce que j'ai compris, évidemment pour toi, autour des tests et des tests unitaires et de la manière de tester les applications, etc. Exactement. J'ai fait pas mal de choses avec les tests. C'est un sujet que j'aime bien, je l'ai dit. Et de toutes ces expériences que j'ai eues, j'ai chaque fois fait différemment, et j'ai surtout vu tout ce que j'aimais pas, tout ce qui était bien au début, puis après 2 ans, c'était plus bien du tout, je regrettais. Et donc maintenant, j'aime bien partager ça. Je coach parfois aussi des équipes sur Extreme Programming, justement, où je leur montre comment faire des tests. C'est souvent la base qui est la plus demandée, en fait. Et j'aime bien partager ça. Alors, du coup, de montrer on va avoir des petits trucs et astuces sur des tests. On va aussi voir certains types de tests que je fais, comment moi je fais des tests aujourd'hui. Et très honnêtement, c'est pas quelque chose que je vois ailleurs, en fait. Donc, je pense que ça peut être intéressant. J'espère que vous trouvez quelque chose qui est intéressant là-dedans. Eh ben, on va te laisser la main, et je vais demander à mes petits camarades s'ils ont des questions ou des remarques d'intervenir aussi, puisque le but c'est quand même d'être un peu interactif là-dessus. Donc, je te passe la main, puis explique-nous un petit peu tout ça, en commençant peut-être par le début, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et puis je suppose qu'on rentrera dans le vif du sujet. Je vais partager. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner quelques explications sur les tests. Mais après, on va vraiment regarder des exemples de code et on va parler de ça. Je vais donner des petits conseils sur le code, quoi. Ouais. Alors, les petites explications théoriques que je vais donner, c'est les tests unitaires, c'est inventé par Ken Beck. C'est lui qui a inventé Extreme Programming, donc un auteur du Manifeste Agile. Et bon, ça, c'était il y a 25 ans, même plus, puisqu'il avait déjà pensé ça avant. Mais dernièrement, il a publié une liste ici de propriétés de tout ce qu'on voudrait avoir dans un test. Et on ne va pas regarder dans le détail chaque propriété, mais c'est très intéressant pourtant. Mais ce qu'on va faire, c'est juste un truc que j'ai bien aimé dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a directement dit, en fait, tout ça, on le veut, mais on ne pourra pas tout avoir. Parce qu'en fait, il y a certains trucs, si on veut beaucoup de ça, il va falloir avoir moins d'un autre. Et donc là, déjà, on se rend compte qu'on va devoir faire des choix de design. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Par exemple, si on veut que nos tests soient rapides, très utile quand on fait du TDD, peut-être qu'ils ne pourront pas toujours être aussi isolés qu'on le voudrait, ou peut-être qu'ils seront un peu moins déterminés, peut-être
non, voilà, il va falloir choisir entre déterministe et voilà, il y a des choix à faire et ça c'est très intéressant. Ce qui va nous amener à, si on comprend bien ça, choisir quelque chose, mais aussi peut-être du coup rajouter d'autres types de tests qui peuvent être plus complémentaires, qui vont peut-être eux avoir le côté plus déterministe qu'on n'avait pas avec un test qui était plus prédictif. Enfin, voilà, on va pouvoir combiner les choses, pas forcément tout dès le début, mais c'est bien d'y réfléchir. Voilà, donc moi, quand je parle des différents types de tests, je reprends souvent un schéma comme ça, j'aime bien les trucs bien visuels. Et ici, donc, ce que je représente, c'est chaque fois que chaque type de test qu'on voit ici, qui couvre, qu'est-ce qu'il couvre réellement, qu'est-ce qu'il est réellement en train de tester. Alors déjà, la nomenclature, j'ai mis des noms ici, j'ai pris la nomenclature de Martin Fowler, qui est aussi un des auteurs du Manifeste Agile, mais il ne faut pas s'arrêter à une nomenclature, à des noms ou quoi, parce que n'essayez pas de chercher le vrai nom de quelque chose, parce qu'il y a plein de nomenclatures différentes. Faut pas... Ce qui est important, c'est que dans l'équipe, on se mette bien d'accord. Que dans l'équipe, du coup, enfin, moi, je conseille de faire un schéma comme ceci et dire, voilà, là, on parle on va avoir des tests unitaires, on va avoir des tests de composants, et pour l'instant, on ne fait pas de tests d'intégration, on est d'accord, mais on en fera peut-être plus tard, enfin, voilà, des choses comme ça, quoi. Et par projet, il faut parfois revoir ça, c'est pas la même chose dans chaque projet. Donc voilà, moi ici, les tests unitaires, je pense que c'est ce que la plupart des gens connaissent. On peut avoir une vision, pour chacun des trucs que je mets ici, il y a plein de variations en fait. Hein. Moi, les tests unitaires, on peut le faire de plein de façons différentes, composants aussi. C'est vraiment un spectre, et en fait, moi j'ai choisi quelques trucs ici. Test unitaire, déjà il y a des gens qui font un test juste sur une classe, donc pour chaque classe, il y aura des tests, et d'autres disent non, ça c'est trop petit. Moi, je teste plusieurs classes ensemble, donc déjà là, on peut avoir plusieurs variations. Moi, j'en ai fait beaucoup, les tests, et en fait, après un moment, j'ai commencé à en avoir un peu marre. Les tests unitaires, j'avais un problème avec. Et le problème que j'avais, c'est que toutes mes classes étaient super bien testées, mais à un moment, je voulais refactorer un truc du style, là, ici, le invoice service, en fait, non, il ne faudrait pas un invoice service. Ce qu'on va faire, c'est plutôt un truc de compte, etc., qui gère. Et je refactore ça, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être cette expérience. Tous les tests ne marchent plus, ils ne compilent même plus les tests. Il n'y a même plus de invoice service, il n'y a plus les mêmes signatures. Il va falloir corriger les tests, et donc c'est du travail en plus pour pouvoir refactorer. Alors que ce n'était pas ça la promesse. La promesse, c'était les tests unitaires. Ils doivent m'aider à refactorer, ils doivent me garantir que j'ai rien cassé, ça y est, je peux refactorer, etc. Le refactoring a été inventé dans Extreme Programming grâce au test. Maintenant qu'on a le test, on peut refactorer, on se sent à l'aise, il n'y a pas de souci. Donc là, déjà, il y a un gros souci. Ça donne pas ce que je voulais, quoi. Et moi, ça m'a amené à envisager plutôt des tests que Martin Fowler appelle des tests de composants, qui sont, alors techniquement, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose qu'un test unitaire, mais on fait plus large. On va essayer de couvrir là, par contre, un maximum de classes. Donc, on va vraiment connecter la classe de contrôleur avec une classe service, avec toutes les classes du domaine, etc. On va mettre un maximum de choses ensemble et les tester dans un même test qui teste tout. Mais tu fais pas les deux? Alors, de nouveau, ici, on peut vraiment faire des choix. Donc, ici, on va avoir des avantages avec le test de composants et on va avoir des inconvénients aussi. Donc, ça va être toujours une question de choisir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Tout tester, pour ta question spécifiquement, faire les deux. Donc, si ce serait faire que toutes mes classes ici sont toutes testées avec un test unitaire, plus un test de composants, plus un test d'intégration, plus, ça, c'est pas pertinent. Ça, c'est vraiment, en tout cas, le coût-bénéfice va vraiment être faible si on reteste vraiment la même chose. Il faut toujours avoir conscience de qu'est-ce que je suis en train de tester en plus. Et alors, de se dire, en fait, peut-être qu'on n'a pas besoin de... On va peut-être faire les deux. On va certainement avoir des tests unitaires et des tests de composants, mais pas systématiquement retester toutes les mêmes fonctionnalités. Et ça dépend peut-être des données, enfin des objets que tu veux tester. Je pense des tests unitaires, tu vas peut-être pouvoir mettre ça de manière plus pertinente sur des classes, entre guillemets, autonomes, sur des petits modules complètement à valider. Mais les tests de composants, comme tu dis, plus sur des éléments plus globaux, comme tu vois là, des services au complet, ce genre de choses, non? Ouais, alors moi, personnellement, là où j'en arrive, c'est que je préfère les tests de composants et je vais avoir un maximum de tests de composants. Pour moi, toutes les fonctionnalités que je veux avoir, je vais les avoir en test de composants. Donc, c'est-à-dire, ça ressemble à un test unitaire, mais quand on appelle le contrôleur, il y a tout qui s'exécute, sauf le repository. Donc, on ne veut pas que
vraiment la caractéristique ici, c'est que ça doit rester en mémoire, dans le processus. On ne veut pas appeler un truc externe, parce qu'alors on va perdre le côté déterministe. Déterministe, ça veut dire que je peux le relancer autant de fois que je veux, ça donne toujours le même résultat si je n'ai pas changé le code. Et du coup, si ça devient rouge, le code est cassé. Pardon? Dans les tests de composants aussi, ça doit être déterministe a priori, non? Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on va bien on va avoir ça dans les tests de composants parce qu'on va interdire de sortir, d'appeler une base de données, d'appeler un service web, de même lire des fichiers, même écrire des logs, tout ça, on ne peut pas. Il faut qu'il n'y ait rien qui sorte de ce processus. C'est vraiment en mémoire uniquement. Et... Ouais. Voilà, donc rien à voir, à part qu'il manque de la mémoire, c'est la seule chose qui peut se passer. Ouais. Mais, donc, on va moquer, comme on dit, on va créer des exemples de données à injecter pour pouvoir simuler certains aspects. Ce qui a un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir justement donner des cas précis qui, à la limite, ne devraient même pas arriver, mais qu'il faut quand même gérer au cas où, et donc de fournir vraiment des cas extrêmes, quoi. Quand on moque tous les appels à des systèmes externes, avec un service web, c'est le plus clair. C'est effectivement, tu vas pouvoir moquer le mais attends, quand il nous renvoie une erreur 500, comment est-ce qu'on gère ça? Ça, c'est des choses que tu peux tester avec ce genre de test, effectivement. Non, tout à fait. Ouais. Et qu'il faut tester. Ouais, exactement. Donc ici, on va faire un mock, on va le voir ensemble après. Mais donc, les tests unitaires, exactement comme tu le disais, je l'utilise encore pour des choses, mais alors pas pour retester toutes les fonctionnalités, parce que les fonctionnalités, mon test de composant est là, et le test unitaire, je vais plutôt l'utiliser. Il y a plein de petits moments où j'ai une petite classe utilitaire, j'ai des petites choses, ou alors un petit truc un peu compliqué, un algorithme un peu compliqué, et là, ça m'embête de le tester au travers d'un composant. Parce qu'au travers du test de composant, c'est plus compliqué de tester, mine de rien, un petit code précis, parce qu'on doit définir les choses à un niveau plus élevé. On va dire, en fait, au niveau utilisateur, qu'est-ce qu'il fait l'utilisateur de différent dans ce cas-ci pour arriver dans cette ligne de code-là. Donc c'est moins pratique pour ça aussi. On est d'accord que ça crée un peu plus de charge de travail pour la création du test, mais surtout, ça prend un peu plus de temps qu'un test unitaire pourrait prendre. Ouais, alors le temps d'exécution, je pense qu'on ne va pas se tracasser parce que tout ça est quand même en mémoire et ça ne change pas grand-chose. Pour la mise en place, il y a plus de mise en place, effectivement, même si on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit assez léger. Mais oui, ça a des inconvénients parce que, comme on vient de le dire, finalement, le test de composant ici, pour pouvoir tester un petit détail dans la classe invoice, peut-être qu'on va devoir créer le service, le contrôleur, etc. Et il y a plein de choses qui doivent être là, qui doivent être présentes, qui doivent fonctionner pour qu'on puisse à un moment arriver dans l'exécution dans la classe invoice, alors qu'un test unitaire aurait directement été appelé les méthodes de la classe invoice pour tester juste la ligne qu'on avait besoin, c'est tout. Donc vraiment, je vous l'ai promis, il n'y a aucune solution parfaite. Chaque test aura des inconvénients. Et c'est à vous, votre expérience, de voir ce que vous préférez, quoi. Moi, le test de composants, j'adore et j'accepte les inconvénients qui viennent avec. Ouais. Un autre avantage aussi, c'est, je disais, on teste des comportements. Donc moi, ce que je fais concrètement, c'est je prends les critères d'acceptance des user stories qu'on me donne, je prends les phrases que le client me dit réellement et je fais des tests par rapport aux règles qu'il me donne. Et ça, je vais beaucoup insister dessus, vous allez voir, on va en reparler encore, mais que pour moi, c'est important que ces phrases-là, on puisse en discuter avec lui. Et ça, c'est un truc qui est bien avec ça, quoi, avec les tests de comportement. Bon. On a parlé des inconvénients, il y en a un gros qu'on a moins mentionné, c'est que, ok, c'est super, c'est déterministe, donc super stable, parce qu'on n'appelle rien externe, mais donc, en fait, on ne teste pas la connexion avec le truc externe, on ne teste pas la requête SQL, on ne teste pas les appels HTTP, on ne teste pas tout ça. Si j'ai un problème dans ma requête SQL, je ne vais pas m'en rendre compte, parce qu'on a mis un mock ici. Donc, comme je disais, on va chercher d'autres tests, peut-être qui peuvent compléter, qui peuvent compenser nos problèmes. Ici, on pourra avoir des tests que Martin Fowler va appeler des tests d'intégration. Et la définition ici, vous voyez, j'ai mis 3 variantes et on peut encore en imaginer plein d'autres. La définition du test d'intégration, selon lui, c'est si mon test, il appelle quelque chose d'externe. Donc, en fait, il va finalement valider que l'intégration avec le système externe est bonne. Parce que le mot intégration, c'est le mot le plus utilisé dans tous les sens. Donc, ici, c'est intégration avec un système externe. Et vous voyez, je montre plusieurs façons de faire parce qu'en fait, moi, dans mon test de composants, ce qui me manque surtout, c'est les requêtes SQL, c'est le repository, c'est mes clients web ou quoi. C'est ça qui n'a pas été testé. Eh bien, ce que je peux faire, c'est faire des tests juste sur ce repository avec l'intégration avec une vraie DB. Donc, je lui donne une requête SQL, je donne une connection string et puis mon repository, je peux l'appeler. Je peux faire insert, get, OK, delete. Et je peux chaque fois vérifier que tout fonctionne. En fait, finalement, il n'y a souvent pas trop de méthodes à ce niveau-là.
Et puis, je vais vérifier qu'elle fonctionne bien, quoi. À ce niveau, au niveau des bases de données, ça me fait penser à un projet que j'avais mis, un package NuGet que j'avais mis en place, mais qui est toujours actif et qui est toujours maintenu, il y a déjà quelques temps, qui s'appelle DBMocker, et qui permet en partie de résoudre une partie de ce point-là, c'est-à-dire ton composant, s'il a besoin d'accéder à des requêtes SQL pour ne pas devoir moquer le résultat, tu peux demander d'appeler le DBMocker et lui va, en fonction de la requête SQL, te renvoyer un exemple de données. Donc, on est complètement indépendant d'une base de données, mais sans devoir modifier les connexions, entre guillemets, à la base de données, quoi. Donc, on utilise quand même, puisque c'est du C#, on utilise un SQL connection. Et donc, rien ne change à ce niveau-là. C'est simplement la connexion qui est envoyée vers une base de données bidon, mémoire, dans laquelle on configure les retours en fonction des requêtes qu'on récupère. Ouais, donc, ce qui est important, à chaque fois, c'est d'avoir bien conscience de quelles sont les lignes de code qu'on est en train de tester avec son test. Et si on a plein de tests différents, etc., c'est bien important de bien savoir qu'est-ce qui est bien vérifié avec ça. Et ici, bah oui, si ça va vérifier la requête SQL, etc., alors c'est déjà beaucoup mieux, quoi. Tu en parleras peut-être après, mais il y a des outils de code coverage aussi qui existent et qui permettent notamment de savoir quelles sont les lignes de code par lesquelles on passe. Et on est souvent surpris, on a l'impression d'avoir tout testé, pour avoir fait plein de tests, et puis on se rend compte qu'il y a des morceaux, tiens, on n'est pas passé par ce morceau-là. Ouais, le code coverage, on pourrait en parler longtemps, j'en parle dans mon livre d'ailleurs. C'est que j'aime bien une phrase que j'aime bien pour résumer, c'est 100% de code coverage, c'est pas toujours assez. Et quand on réfléchit à ça, on se rend compte, ah ouais, en fait, juste exécuter tout le code, ça ne veut pas dire qu'on a vérifié ce que ça faisait réellement. Tous les cas. Donc le code coverage, c'est super bien pour identifier des endroits où s'il n'y a aucun test qui a exécuté cette ligne de code, c'est sûr que si je la change, il n'y a aucun test qui va être rouge. Donc je peux me poser la question, est-ce que c'est un problème ou pas? Et parfois, en fait, non, tu sais quoi, s'il y a un bug dans cette ligne-là, c'est pas grave, je veux bien. Et voilà. Donc déjà, on n'est pas obligé d'avoir tout couvert. Mais c'est un super outil pour le développeur pour savoir exactement qu'est-ce qui doit être testé. Je me méfie beaucoup des pourcentages, des gens qui regardent les pourcentages. C'est facile, on a envie de regarder le pourcentage, mais ça, c'est plus... ça donne déjà une indication, mais je suis d'accord avec toi que moi, je donne souvent l'exemple d'une date. Si on doit calculer, je sais pas, l'âge d'une personne sur un site internet, on met des dates pour pouvoir vérifier que l'âge est calculé correctement, etc. Mais si après, on va mettre une date en 1782, on va forcément avoir un âge qu'a priori qui est impossible pour nous, mais ce sont des données, malgré qu'on a fait des tests unitaires, ce sont des données à devoir vérifier, quoi. Mettre une date dans le futur, même chose. Il faut pouvoir vérifier si on accepte et qu'est-ce qu'on va mettre comme message d'erreur. Et donc, il y a plein de tests de ce côté-là à devoir quand même valider. Ouais, là, c'est par contre dans la pratique juste de réfléchir à tous les cas qu'on veut couvrir avec notre code. En TDD, on fait ça en début, on commence à réfléchir aux cas et à chaque fois on rajoute des cas. Mais même n'importe quelle équipe, je leur conseille toujours de bien réfléchir à ça. Moi, j'aime bien les équipes qui prennent vraiment beaucoup de temps sur n'importe quelle fonctionnalité au début, à réfléchir, brainstormer, quelles sont toutes les choses qui pourraient arriver. Quels sont les cas possibles. Et indépendamment finalement des tests, même si tu les automatises pas, ce serait bien que tu vérifies que ça marche quand même. Ouais. Mais c'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. Mais ça s'apprend. Je pense qu'il faut que tout le monde s'entraîne à ça. C'est très important. C'est comme ça qu'on évite des bugs. Juste avoir pensé au truc au moment où avant de le développer, ça évite. C'est le bug le moins cher. Exact. Ouais. Bon, donc voilà. Ici, il y a quand même un petit truc aussi pour les plus attentifs. Vous avez peut-être déjà eu ça juste avec des tests unitaires. Quand on teste, comme je le disais, j'ai mis un test sur ma classe, puis j'ai mis un test finalement unitaire sur toutes les classes. Mais après, quand je lance l'application et que tout se met ensemble, ça marche quand même pas. Donc tous les tests sont verts, mais en fait, ça marche quand même pas. Donc, parfois, on peut tester les choses indépendamment les unes des autres, mais quand on les met ensemble, ça marche pas. Et donc, ici, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir en ayant le test de composants qui teste toutes les fonctionnalités, et puis le repository, il fonctionne bien, mais par exemple, en fait, le test de composants, il utilise un mock, et le mock, il renvoie jamais nul. Il renvoie toujours une liste vide de quoi quand il n'y a pas. Alors qu'en réalité, en fait, le vrai repository, la vraie implémentation qui appelle l'ADB, quand il ne trouve pas, il renvoie nul. Ou des choses comme ça. Donc, on pourrait avoir une différence entre le mock, finalement, et la vraie implémentation. Et pour ça, il y a un truc que je connais depuis pas si longtemps, en fait. C'est les contract tests qu'on peut avoir. Donc, je vais montrer ça tantôt. Mais donc, on peut avoir des tests qui vont vérifier les deux implémentations et vérifier que c'est les mêmes. Et donc, que le mock et le vrai repository sont vraiment les mêmes pour diminuer ce risque d'avoir des ouais. Bon, alors, j'ai dit intégration, on peut faire plein d'autres variations. En fait, il y a déjà une équipe dernièrement qui
qui déjà débutait avec les tests, etc. Et donc, ça peut parfois être un peu complexe d'avoir plusieurs titres, des tests de composants, puis des petits tests d'intégration comme ça en plus, et bien, un test de contrat et tout, bon, ça commence à être beaucoup. Une chose qui est possible pour ceux qui préfèrent, c'est de nouveau, c'est des choix avec des avantages et inconvénients, c'est de se dire, en fait, on va juste avoir un grand test d'intégration qui va tout tester, quoi. Il va pas tester tout ce qu'il y a dans toutes les classes, les domaines, etc. Donc, je peux refactorer tout ce que je veux, super. Mais il va aussi appeler un vrai repository avec une vraie DB derrière et au moins je serai sûr que ma requête SQL elle fonctionne, que tout fonctionne parfaitement. Et c'est de nouveau une approche valide qui peut être bien, je l'ai recommandé dernièrement. Alors là, on peut soit appeler vraiment une DB sur un serveur, soit quand même créer une petite DB en mémoire qui se lance juste pour l'exécution des tests et qui est supprimée après. Ça c'est quand même déjà mieux, ça va le rendre plus déterministe, plus stable. Parce que comme ça, moi, la DB, c'est toujours la même, etc. Je n'ai pas mon collègue qui a changé les données ou le serveur qui n'est plus disponible. Quoi. Donc, SQLite est très bon pour ça. Oui, SQLite... SQLite dispose d'un mode in-memory, donc je sais que moi j'ai déjà fait des tests avec ça marche assez bien. J'ai déjà utilisé beaucoup LocalDB pour ça, mais maintenant je lance juste dans un container SQL Server. Puis, oui, aussi. Ouais. LocalDB, ça marchait assez bien en fait, mais juste ça dépendait d'avoir une machine Windows, etc. Dans les pipelines, c'était plus compliqué. Ouais, mais LocalDB, t'es pas en mémoire. LocalDB, tu as une base de données, un vrai SQL Server, mais local, oui, quoi, on va dire. Oui, mais ici, on est bien dans le contexte d'un test d'intégration, hein, donc c'est ce qu'on accepte. Oui, tout à fait. Mais on a, je pense, une exécution plus proche de la réalité. Je ne sais pas très bien. On pourrait discuter des différences avec SQLite. Non. SQLite, non, c'est pas un SQL Server. On peut pas créer des fonctions. Enfin, il y a tout un aspect technique qui est pas disponible, mais il a un mode in memory. LocalDB, je sais pas s'il a un mode in memory, je pense pas. Mais non, moi, on est vraiment dans le full SQL Server. C'est vraiment le SQL Server en fait qui démarre cette instance-là. C'est ça, tout à fait. Après, il faut penser aussi qu'on choisisse une technologie ou une autre, ça peut avoir un impact aussi au niveau de l'ORM qu'on choisit. Si on fait du SQL pur, ça n'aura pas trop d'impact, mais je pense en Entity Framework, la façon de travailler d'Entity Framework, qu'on soit sur du SQLite ou sur du SQL Server, ce ne sera pas la même façon de travailler. Ouais. Aussi, donc ça peut cacher des bugs liés uniquement à l'ORM qu'on va utiliser. C'est vrai. Bon, alors ici, aucune solution n'est parfaite de toute façon. Hein. De nouveau, on va parfois accepter que ce ne soit pas totalement exactement comme la réalité, mais juste parce que c'est plus rapide et des choses comme ça. Comme je le dis, il faut faire des choix. Quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même avec ça, on va toujours se dire, en fait, tout ça c'est bien, mais c'est un peu des tests théoriques. Il y a un moment où il faut quand même pouvoir voir l'application qui se lance et voir qu'elle fonctionne. Qu'on fasse ça manuellement ou de façon automatique, moi j'appelle ça les tests end-to-end, de bout en bout si on le traduit. Mais donc ça, c'est vraiment l'idée de déployer l'application. Si c'est une application web, d'ouvrir un navigateur, d'aller cliquer sur les boutons, de remplir les champs, etc. Quoi. Et là, ça va avoir des caractéristiques totalement différentes parce que ça, c'est super. Là, si ça passe, c'est bon. Quoi. En production, on peut le déployer, ça va vraiment marcher en production. Parce que ça a testé la configuration, la structure de la DB, les données, le déploiement. Ça teste même le déploiement si c'est automatiquement. Donc, ça teste tout. Mais pour cette même raison, c'est super instable. Pour le moindre truc, ça peut se casser. Pour le moindre truc de données, une latence, un endroit trop lent, etc. Et donc, c'est très instable. Et donc, ça nous mène à cette recommandation qui existe depuis très longtemps, la pyramide de tests, où on a tendance à dire les tests qui sont à un plus haut niveau, l'end-to-end, on va dire c'est un plus haut niveau, il faut en avoir moins que les tests à plus bas niveau, parce que justement, ils vont être très très lents, etc. Et donc, il faut parfois se forcer d'en avoir que quelques-uns et d'aller juste un par écran. Parce qu'une fois qu'on en a un, faire un copier-coller, ça va très vite. Une fois qu'on en a un, on va avoir plein de ces tests-là. Mais ils vont être très lents à s'exécuter, ils vont avoir plein de problèmes. Donc la rapidité, à la limite, on pourrait peut-être l'accepter, mais ils vont être beaucoup moins stables et donc générer beaucoup de maintenance. J'ai vu dans plusieurs sociétés, tous les jours, il y a des équipes où tous les jours, ils regardent leurs tests, c'est cassé, il faut investiguer pourquoi et c'est jamais pour une bonne raison. Et donc, ça a un coût immense qu'on ne se rend pas compte quand on copie-colle notre test au début. Quoi. Donc, il faut être raisonnable. Alors moi, sur la pyramide de tests, je vous l'ai dit, vu que je fais un peu moins de tests unitaires, vachement moins de tests unitaires que les tests de composants, je sais pas, moi je la redessinerais en un losange plutôt, mais voilà, du coup, c'est un mix à choisir chacun. Quoi. Et évidemment, on peut aussi avoir tous les tests dans la partie front-end qui peuvent compléter tout ça.
Bon, ça nous donne déjà une bonne image. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est d'abord cette combinaison dont je parlais, les tests de composants, avec les petits tests, je vais appeler ça les petits tests d'intégration, donc les A. Et puis, je vais vous quand même vous montrer un exemple de test d'intégration complet qui fait tout avec une base de données connectée, etc. On t'attend. Parfait. Bon. Je vais faire ça avec une petite application que j'utilise juste pour les workshops et pour les présentations comme ça. Donc, c'est une fausse application, juste pour le contexte. C'est une application qui gère des employés et on va voir en particulier le coût. Ça va faire des calculs de coût de l'employé en fonction de son salaire, etc. Quel est son coût annuel. OK. Et concrètement, déjà pour juste donner une vue globale, la structure d'application, elle est censée être très classique. On a une couche avec le contrôleur, on a une couche avec un service employé, on a un domaine employé, et puis on a un repository d'employés qui se connecte à la base de données et va chercher les infos. Ça, c'est très classique. Ce qui est plus intéressant, c'est le test ici. Donc les tests, j'ai dit, on va avoir des tests de composants, puis on va avoir des tests d'intégration. Le test de composants, c'est ce que je viens d'expliquer, il appelle le contrôleur, hop, il laisse tout s'exécuter, le service, l'employé, etc. Mais il n'appelle pas le repository. À la place, il a un mock, ce qui lui permet de vérifier qu'est-ce qui aurait été envoyé, etc. Et puis notre repository, puisqu'il n'est pas testé, on a notre petit test d'intégration qui va appeler le repository et réellement se connecter à la DB, vraiment insérer des choses dans la DB, vraiment aller les relire après, etc. Il sera moins déterministe, mais c'est juste celui-là, quoi. Donc mes collègues ne arriveront peut-être pas à le lancer parce qu'ils ont peut-être des problèmes avec la DB, etc. Mais au moins le reste, ils savent lancer. Alors maintenant, je vais montrer le code. Voilà, donc ça, on va faire des choses petit à petit. Ça, c'est un premier test de composants. Et alors moi, la première chose à laquelle je pense quand j'écris un test, mon premier test, ou même tous les tests, je pense au nom. Je réfléchis au nom du test. Surtout parce que je dois réfléchir à qu'est-ce que je veux tester, pourquoi est-ce que je suis en train de rajouter ce test, c'est quoi l'objectif de mon test. Et alors, il y a plein de façons d'écrire ce nom, on voit beaucoup des given, when, then, etc. Moi, je suis pas trop fan de ça. Moi, j'aime bien juste une phrase d'anglais que je comprends, parce que souvent, finalement, parfois, je me retrouve à essayer de déchiffrer le given, when, then, etc. Et ici, vous vous rappelez, on est à un niveau fonctionnel, vu qu'on est très haut, on va appeler le contrôleur. On peut vraiment utiliser les mots du client et mettre c'est quoi qui nous a dit qu'on devait faire en fait. Moi j'aime bien que ça soit la règle. Quelle est la règle, le comportement du système qu'on va prouver grâce à ce test? Je suis d'accord avec toi et c'est souvent, moi je constate des choses qui ne sont pas toujours appliquées parce que c'est souvent un développeur technicien et qui n'a peut-être pas nécessairement cette vision-là, mais aussi sur un autre aspect, c'est que très souvent les tests sont exécutés sur des GitHub Actions, sur des Azure DevOps, enfin sur des serveurs. Et quand il y a des tests qui ne fonctionnent pas, on retrouve avec une liste des différents tests qui ont planté. On n'a pas nécessairement le code derrière, on voit juste le nom de la méthode et donc cette méthode-là, elle va apparaître dans la liste des tests qui posent problème. Et le fait d'avoir un descriptif beaucoup plus clair, directement, ça saute aux yeux de dire, voilà le problème probablement qui vient à ce niveau-là et on va creuser de ce côté-là. Très clairement. Et même si c'est en local, le développeur parce que ces tests vont surtout être utilisés par les autres développeurs, ou nous dans le cinéma, qui vont aller faire un changement, ils vont devenir rouges, ils vont venir regarder ça, et puis la première chose qu'il faut faire, c'est lire le titre, si en tout cas c'est les titres qui leur parlent. Et donc ça peut vraiment déjà orienter très clairement. Moi, pour donner un exemple, le genre de nom que j'aime bien, j'aime bien que ce soit explicité une règle, telle que mon client me l'a dit. D'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est que je me mets, si ça ne vient pas naturellement, je me force et je me dis, allez, je suis en face du client, là, que ce soit un PO, un vrai client, je suis en face de lui et je dois lui dire c'est quoi ce test, quel truc qu'on teste ici. Alors, j'essaie vraiment de me forcer, ici, en fait, c'est pour dire qu'on ne peut pas créer une facture avec un numéro qui a déjà été utilisé. Voilà, j'ai ma phrase. On ne peut pas créer une facture avec un numéro qui a déjà été utilisé. C'est ça, parce que c'est ça que ce test va prouver. Et donc voilà. Et ça, c'est du Behavior Driven Development. Donc, pas Test Driven Development, mais Behavior Driven Development, BDD au lieu de TDD, qui est d'ailleurs en fait simplement une amélioration, un truc en plus sur TDD. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, il y a toute une communauté de gens qui ont tout plein de pratiques là-dedans, mais leur idée derrière ça, c'est de dire, ces tests, ils sont bien, je devrais en parler avec mon client, ça devrait être le point de discussion, qu'on se comprenne bien sur qu'est-ce que l'application doit faire et que ce soit écrit dans le code, quoi.
Et il y a alors il y a des outils que j'aime pas trop pour écrire ça en anglais, etc. Et bon, voilà. Mais moi, je garde l'idée initiale, qui était initialement ça, c'est simplement nommer le test de cette façon, que ce soit clair pour lui et de pouvoir en parler avec lui. Ouais. Tout à donc, fait. BDD, ça. Bon, une fois qu'on a notre nom, on est content, on l'a bien mis de façon lisible, ce sera clair pour les gens. Dans le contenu, bah, ça, très classique, hein. C'est toujours, tout le monde sait, il y a 3 parties dans un test. D'abord, on met en place des choses. Ensuite, on exécute juste un truc. On exécute un truc qu'on veut tester. Et puis, on vérifie que tout s'est passé comme on le voulait. On vérifie que le comportement est bien là. Dans la partie mise en place des choses, il y a un truc important. C'est qu'ici, donc voilà, on va voir quoi? On va créer un contrôleur. Et on l'a dit, hein, un vrai contrôleur avec un vrai service. On va avoir un employé. On va avoir un repository mock. On ne va pas avoir un vrai repository parce qu'on ne veut pas appeler la DB. Mais on va créer des données. Ici, on va créer un employé. Alors, voilà, un employé qui s'appelle Benoît Poulvord. Et ce qu'on va vouloir ici, c'est que le test crée ses propres données. On a dit qu'on devait être isolé des autres, hein, indépendant, isolé des autre tests. Donc, on ne veut pas que les tests partagent. Déjà, je pense que ça, c'est assez clair. On ne veut pas que les tests partagent une même instance d'une donnée. Donc, il faut vraiment que chacun, ces tests soient tous isolés, qu'ils ne partagent rien, vraiment le minimum possible. Parce que s'ils partagent la même chose, il y a un test qui peut changer une valeur et que ça peut faire que l'autre test se comporte différemment. Et puis quand je les relance ou je ne les relance pas dans le même ordre, je n'ai pas le même comportement. Ça, c'est vraiment pas déterministe. Et c'est ça, et ça peut vous prendre beaucoup de temps à chercher. Donc, si un test qu'on lance parfois et il tourne et parfois pas, ça va vraiment pas. On ne peut pas lui faire confiance. Je suis d'accord avec toi. Une chose, je ne sais pas quel est ton avis. Une chose, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Je vois régulièrement, moi, des devs qui vont coder les tests un peu comme si c'était du code de production, on va dire, sur des projets. Donc, par exemple, un exemple concret, là, tu crées un employé qui est Benoît Poulvord. Les libellés Benoît et Poulvord vont être réutilisés dans plusieurs tests. Et donc, ils ont tendance à créer des constantes au-dessus du code pour pouvoir dire, je vais remettre ces éléments-là et pour pas devoir réécrire. Moi, je ne suis pas spécialement fan de ça parce que j'estime qu'un test, ça sert également à la documentation, en quelque sorte, de comment utiliser. Donc, s'il faut commencer à jouer au spaghetti, à remonter, à aller voir, tiens, qu'est-ce que c'est que cette constante, qu'est-ce qu'il y a dedans, redescendre, revenir, pour des constantes simples, ça va, mais pour des constantes plus compliquées ou des choses comme ça, c'est parfois pas simple. Je préfère que tout soit vraiment, comme tu viens de le dire, dans la méthode, dans le test, et qu'il n'y ait rien quasiment à l'extérieur de manière cachée pour savoir comment fonctionnent des éléments, quoi. Ah ben, je suis très content de t'entendre dire ça, je suis tout à fait d'accord, et ça va être un des gros trucs sur lesquels je vais insister plusieurs fois dans les prochaines dizaines de minutes. Effectivement. Ici, en fait, j'ai dit d'abord, on ne va pas partager l'instance. Bon, ça, tout le monde est plus ou moins d'accord. Effectivement, on va recréer une nouvelle instance dans chaque test. Comme ça, si le Benoît Poulvord, je change son nom de famille dans un test, tout à coup, il n'y a pas un autre test qui dit « Ah, il s'appelle plus Benoît Poulvord ». Mais effectivement, en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est pour ne pas s'embêter à avoir cette ligne-là, à la copier-coller dans tous les tests, on va simplement la prendre, la mettre. Alors là, ça peut être dans une méthode statique qui sert à ça. C'est le pattern mother object, ça. Ou une constante ou n'importe quoi. Donc, on va réutiliser ce truc d'un seul même endroit. Et moi, ce que j'aime pas du tout avec ça, c'est que donc souvent, alors toi, tu parlais d'une constante pour le nom et prénom. Mais ça peut être pour la variable employé, hein, enfin pour le. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, souvent, moi, ce que je vois, c'est l'employé complet. On a une variable où c'est plutôt une méthode statique ou quoi qui va créer une instance d'un employé qui va s'appeler Benoît Poulvord, et ils vont tous pouvoir avoir leur propre instance grâce à ça. Mais ils partagent tous le même code de création. Et au-delà du fait que c'est caché, qui est un truc sur lequel on va revenir, il y a quand même le problème qu'en fait, c'est vraiment indépendant. Ils ne sont pas isolés là-dessus. Et moi, j'ai vraiment vécu ça, parce que ça, je l'ai fait à fond. Hein. J'ai fait des grandes classes qui généraient plein de trucs. Quel est le problème qu'on a quand on fait ça? C'est que d'abord, ça marche bien, puis alors qu'il y a plusieurs tests qui utilisent les choses, mais les tests, ils ont tous besoin d'input un peu différents, sinon ils ne seraient pas là. Donc, il y a un test qui avait besoin d'un Benoît Poulvord qui habite à Bruxelles, parce qu'il doit être belge. Puis il y en a un autre, il faut un Benoît Poulvord qui a moins de 20 ans, parce qu'il y a une règle spéciale pour les gens qui ont moins de 20 ans. Et donc, on commence à rajouter plein de choses sur Benoît Poulvord, il devient super spécifique, et ça marche. Mais un jour, on fait une règle, et Benoît Poulvord, on a besoin qu'il soit français. Et alors on dit, je vais changer, je vais mettre français. Et là, il y a les tests qui cassent.
Et là, on ne sait pas lesquels tests vont casser. Enfin, oh non, remets Bruxelles. Et en fait, on se rend compte qu'il commence à y avoir plein de choses. On peut plus le toucher à Benoît Poulvord. Dès que tu touches à quelque chose, il y a des tests qui cassent. Ouais. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qui est nécessaire, pourquoi. On n'en sait rien, on ne peut plus toucher à rien. Qu'est-ce qu'on fait? On en recrée un deuxième, Benoît Poulvord 2. Et celui-là, on peut toucher à tout ce qu'on veut, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau trop de tests dessus. Et de nouveau, touche pas. Et donc, ça, c'est vraiment un problème, quoi. Et à l'inverse, si on regarde du point de vue des tests, on a des tests qui fonctionnent avec Benoît Poulvord, mais on ne sait pas du tout de quoi est-ce qu'ils ont besoin de Benoît Poulvord, en fait. Il faut vraiment que Benoît Poulvord ait moins de 20 ans pour qu'on puisse avoir une facture, ou ça n'a rien à voir, ça? Donc, on a un problème, quoi. C'est ça, c'est ce que je parlais. L'aspect documentation, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'à un moment donné, si on extrait tout ça et que ça ne fait pas partie de la méthode de test, on perd ces informations de quelles sont les données minimum, déjà qu'on teste, et les données minimum pour pouvoir faire fonctionner un composant, un service, un élément. Ouais. Je pense que le côté minimum est vraiment important ici parce qu'il faut qu'on puisse lier les deux. Et il y aura des choses qu'on sera obligé de mettre par défaut, mais on va revenir à ça, c'est important. Donc voilà, ils vont vraiment pas partager. Donc pour l'instant, on va juste copier-coller le code de création et tout recréer dans chaque test, c'est pas grave. Il faut insister là-dessus, c'est que contrairement à ce qu'on fait dans du code où on évite de faire des duplications de code et du copier-coller comme ça, ici, rien n'empêche de reprendre ton test pour le faire le deuxième et de faire copier-coller complet et puis d'aller modifier ou d'adapter, mais on aura des lignes en doublon dans les tests. Oui, mais avec un truc quand même, c'est que j'ai tendance à dire, en fait, le code ici, c'est quand même du code qu'il va falloir maintenir. C'est quand même du code où beaucoup des bonnes pratiques qu'on connaît vont s'appliquer. Mais on va voir une pratique qu'on connaît, qu'on peut appliquer ici et qui va nous aider à un petit peu moins copier-coller quand même. On va y revenir juste après. Ouais. Donc, on a un employé. On va le mettre dans un mock, dans notre repository mock. Alors, bon, le fait qu'on a un mock, c'est ça qui va donner le côté vraiment stable et déterministe, ça je l'avais dit. C'est un peu le principe de l'architecture hexagonale, si vous connaissez aussi un truc que j'aime pas mal, qui est donc de dire que tout ce qui est externe, toutes les connexions externes, on va les moquer en fait, pour simplifier un peu le truc. C'est pas très compliqué, le principe de l'architecture hexagonale. Mais donc si ça vous intéresse, regardez ça, c'est bien. Un autre truc que j'aime bien dire ici, c'est que alors, de nouveau, juste ça, c'est une préférence à moi. Et je vais expliquer pourquoi. Je n'ai pas utilisé de librairie de mock, en fait. Vous voyez, ici, le mock, en fait, c'est juste une classe que j'ai faite moi-même. Et en fait, ce n'était pas très compliqué. J'ai pris l'interface que je voulais moquer, j'ai généré l'implémentation, comme tous les idées font. Et puis, j'ai juste l'endroit que j'avais besoin, j'ai mis un peu de code. Et en fait, la plupart de vos mocks, il n'y a besoin de vraiment rien de compliqué. Et j'ai beaucoup utilisé les librairies de mock, justement, il y a longtemps. Et j'en suis arrivé à devenir l'expert reconnu dans l'équipe pour venir aider les développeurs qui ne s'en sortent pas à comprendre pourquoi est-ce que son setup n'a pas été appelé, parce que c'est un peu magique quand même, hein, donc on ne trouve pas, il faut chercher, etc. Et on passe du temps à débugger ça. Et au final, je me suis rendu compte que si je pouvais juste générer ça, c'était simple pour tout le monde, personne n'avait de questions. Il suffit de débugger, de faire F10 à F10 et voir pourquoi est-ce que ça va fait ce qu'on voulait, et puis changer le code si on veut autre chose en fait. Et donc, le mock, ça pouvait être simplement une classe très très basique qui m'a pris pratiquement qu'un effort à faire, parce que la plupart du code est généré. Et c'est beaucoup plus simple. Donc moi, j'aime beaucoup. En plus, ça fait une librairie en moins comme dépendance, que ça m'arrange. Au final, c'est quelque chose qui me convient bien. Et en plus de ça, les deux derniers épisodes, pour ceux qui écoutent celui-ci évidemment maintenant, on parlait de Copilot et GitHub Copilot. Donc tout ce qui est génération comme ça de classe mock sur base d'interface, il suffit de le poser la question à une intelligence artificielle qui va générer un exemple de code en 3 secondes. Donc voilà, il n'y a plus aucune excuse et je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, plus c'est simple, moins il y a de framework inutile entre guillemets, enfin inutile avec des gros guillemets. Derrière, plus c'est simple, mieux c'est facile à comprendre, mieux c'est facile à maintenir et moins on a de problèmes. Exactement. J'en suis arrivé à préférer parfois des trucs plus simples où tout le monde a compris en fait. Ça devient une valeur importante pour moi que le code, n'importe quel nouveau qui arrive, il le voit, il n'y a rien de spécial, j'ai rien besoin de l'expliquer, il sait comment ça marche. Hein. C'est marqué là, quoi. Il ne faut pas chercher. On va devenir copains, toi et moi, je pense. Mais j'aime bien ta remarque sur l'intelligence artificielle. Je me suis dit ça dernièrement, c'est que en fait, il y a des librairies que j'aime pas trop et là, parfois je dis il suffit de le faire à la main. Mais c'est vrai qu'en plus, maintenant, c'est un argument supplémentaire de dire
Et en plus, le genre automapper, on va pas relancer le débat là, mais j'aime pas trop automapper. Je dis, mais souvent, tu peux écrire le mapping toi-même. En plus, maintenant, il y a l'IA qui gère, donc il n'y a vraiment plus aucune raison de... Parfois, ça remet en question certaines choses, quoi. Exact. Bon, on va pas se lancer sur d'autres sujets. On va revenir ici à notre test. On a tout en place. On a notre contrôleur, le service, un mock avec dedans un employé. Donc, on peut appeler contrôleur. Alors ici, donc on est vraiment au point de vue d'en haut. Donc, vu qu'on veut tester, je ne l'ai pas dit, mais ici, le premier test, c'est toujours un peu basique. Hein. Ça, c'est en tout cas, quand on fait les TDD, qu'il n'y a pas grand-chose qui est en place encore. Bon, ici, on est en train de tester déjà qu'on peut regarder les détails d'un employé dans l'écran de détail. Et donc, ici, on va avoir des tests qui vont vraiment tester tout à partir du contrôleur, c'est-à-dire que ici, on ne va pas tester la partie HTML. On pourrait de nouveau, hein, plein de variations possibles. On pourrait, mais ça va complexifier les choses, ralentir un peu. Donc ici, voilà, c'est un choix. On va tester juste finalement le modèle qu'on va recevoir qui est censé être après rendu dans le template HTML. Et donc, on va pouvoir regarder toutes ces propriétés et regarder qu'il a bien une propriété qui s'appelle last name et que c'est bien Monsieur Poulvord. Donc, voilà, ça c'est, je pense, cette partie-là est assez simple. Ouais. Et on avait dit qu'on commençait avec des tests simples. Maintenant, on va pouvoir un peu construire là-dessus. On va faire un deuxième test. Alors là, deuxième test, bon, on copie-colle. Première chose qu'on fait, on réfléchit. C'est quoi la raison d'être de ce test? Quelle est la règle métier que je veux tester? Ici, on reste dans les choses super basiques parce qu'on introduit les concepts. C'est que le coût annuel de l'employé, c'est 12 fois son salaire mensuel. De base, on va commencer avec ça. Alors, on a plus ou moins le même test qu'avant. Hein. Une particularité, c'est que il a maintenant un salaire mensuel. Et puis, on vérifie qu'à la fin, on ne vérifie plus son nom, mais on va vérifier son coût annuel. On va dire, si son salaire, c'est 3 000, son coût annuel, c'est 36 000. J'ai même été jusqu'à mettre un petit commentaire pour expliquer la règle ici. Une astuce par rapport à ça, d'ailleurs, j'aurais pu mettre 12 fois 3 000 ici, en fait. Ça aurait été en code, d'ailleurs un peu plus clean code. Hein, ça aurait au lieu d'expliquer en commentaire un truc qui pourrait être en code. J'aurais pu mettre le code directement là. Et je ne l'ai pas fait pour une raison spécifique. Alors ici, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est pour aussi le montrer. C'est que dans un test, on ne veut pas de logique. On ne veut pas du tout de logique. On ne veut certainement pas répliquer la logique ou le code qu'on est en train de tester. Si je remets le calcul que je suis en train de tester, si je le remets dans le test, en fait, d'office, ce sera bon. D'office, ce sera toujours la même chose. Mais s'il y a un bug dans l'un, il y a un bug dans l'autre aussi. Donc, les tests, vraiment, ils doivent être spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être des exemples très précis avec des nombres, des mots, des noms et des strings, et on doit voir le résultat. Il ne doit pas y avoir de logique dedans. Certainement pas de conditions, parce que ça doit être super simple, hein, complexité climatique de 1, peut-être pas trop de boucles, etc. Vraiment super basique et très spécifique. Je mets ça en entrée, j'ai ça en sortie, et je ne fais pas un truc où je calcule tout ce que j'attends automatiquement. Ouais, c'est tentant parfois, mais il ne faut pas le faire. Parce que sinon, comme j'ai dit, on réplique les bugs en fait. Et puis, et là on revient à ce que tu disais, on va avoir moins de clarté sur qu'est-ce qu'on est en train de voir. Ici, j'aime bien en fait, on va voir, quand je mets 3 000 en monthly salary, j'ai 36 000 en coût annuel. Donc ça, c'est vraiment l'information importante de ce test. Hein. C'est l'explication de ce qu'on a ici. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le test. Parfois, on voit ça, on voit des gens, le nom du test, ça va être quand j'ai 3 000 en salaire, alors j'ai 36 000 en coût. Mais ça, moi, j'aime pas trop parce que les détails de quel exemple on va mettre, ils sont là en dessous. On va essayer de les rendre le plus lisible et le plus clair possible. On va encore améliorer ça. Mais la règle, c'est pas ça. Je veux dire, c'est quoi la règle? Pourquoi est-ce que quand on met 3 000 €, après, il a 36 000 de coût? C'est parce qu'en fait, simplement, c'est juste 12 fois son salaire. Donc, ou quelle que soit la règle, je préfère donner la règle de nouveau plutôt que de donner des exemples. On doit être à un niveau d'abstraction au-dessus du code. On peut lire le code si on veut, mais d'abord, il faut avoir le niveau d'abstraction au-dessus. De nouveau, une règle qu'on applique en programmation en général, en fait. Hein. Donc ça, c'est bien. Mais bon, soyez un peu honnête, si je continue comme ça, malgré ce que tu viens de dire, on peut copier-coller, mais si je continue comme ça, c'est vrai que je vais commencer à avoir beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit, en fait. L'information importante, je l'ai dit, elle est là. C'est ces deux trucs-là, c'est ça qui est lié à ce qu'on a ici.
Mais le reste, on crée des contrôleurs, on crée des trucs, c'est du bruit. Ouais. Donc, on va essayer d'un peu enlever ce bruit et essayer de garder que l'information importante. Parce que clairement, le fait que l'employé s'appelle Benoît Poulvord n'a pas d'impact sur son salaire. En tout cas, normalement. Donc, du coup, je ne voudrais pas voir ça, en fait. Je ne voudrais pas m'occuper de tout ça. Et là, on va introduire un pattern qui s'appelle Test Data Builder. Et on va voir ce que ça donne. On va reprendre, ça, c'est les deux mêmes tests. Mais cette fois-ci, on a appliqué le pattern Test Data Builder, on a refactoré les tests de façon à utiliser le builder, il est ici, en fait. Et on les reconnaît facilement parce que déjà, c'est une Fluent API, alors c'est sympa, c'est plus lisible, et on avait envie d'avoir quelque chose d'assez lisible, donc ça, c'est bien. On les reconnaît à la fin parce que souvent, ça termine par .build ou par quelque chose qui va donc nous créer un employé. Finalement, c'est un peu ce qu'on avait juste avant. Hein. Ça ne change pas grand-chose sur cette ligne ici. C'est un peu plus lisible parce que c'est joli. Donc voilà. Je l'ai fait aussi avec les contrôleurs. En fait, on peut faire ça avec tout ce qu'on peut faire des builders pour tout ce qu'on veut. Donc, je l'ai fait aussi avec les contrôleurs. Voilà, du coup, on a un peu caché toute cette plomberie. Finalement, comme je disais, ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus ici. Donc, les gens peuvent toujours aller voir le code si ça les intéresse. Mais ici, la personne qui veut lire ça veut surtout comprendre ici, avec l'exemple des 3 000 €, on met plus en avant ce qui est important. Et surtout, ce qui est vraiment pour moi clé ici, parce que on va se dire souvent, c'est bien, c'est pour la lisibilité comme ça, le Fluent API, mais ça, c'est juste la cerise sur le cake. Ici, ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas répéter d'autres choses. Vous voyez, le Benoît Poulvord, on ne met plus son nom, on va mettre que la chose qui nous intéresse vraiment dans ce contexte-ci. Ouais. Ici, on dit, on veut un employé qui a un salaire de 3 000 €. On n'a pas besoin de dire avant, c'était plutôt, je veux un employé qui a un nom de famille qui s'appelle Poulvord. Et donc, on va pouvoir se focaliser juste sur ce qu'on veut. Parce qu'en fait, en réalité, ici, concrètement, on ne peut pas créer un employé sans lui mettre un nom de famille. Il faut. La classe le refuse, c'est dans le domaine, et il faut un nom de famille. Mais dans le contexte de ce test-ci, je n'en ai pas besoin du tout. Donc, ce que je veux, c'est vraiment l'intérêt du builder, c'est qu'il va me mettre des valeurs par défaut pour les choses qui ne m'intéressent pas. Et là, c'est à vous de quand même bien jouer sur choisir les bonnes valeurs parce qu'il faut quand même mettre ici explicitement ce que vous voulez dire, qu'en fait, c'est ces 3 000-là qui vont influencer les 36 000 ici. Et à la limite, en fait, si la valeur par défaut, c'était déjà 3 000, je le mettrais quand même. Parce qu'ici, on est là pour expliquer la règle avec un exemple. Donc, même si c'est la valeur par défaut, je le mets, mais bon, c'est rarement le cas, mais ça aurait pu. Donc, c'est vraiment important de vraiment forcer ici les valeurs qu'on veut pour que les personnes comprennent. Et tout le reste, on essaye par ces builders de les cacher. Alors de nouveau, il y a des librairies qui peuvent faire des builders automatiquement pour vous. Un conseil là-dessus, c'est qu'il ne faut surtout pas que ces builders donnent des valeurs aléatoires. Donc moi ici, c'est entièrement construit par moi. Et de nouveau, vraiment très très basique, un builder, ça ressemble à quoi? On va pouvoir juste lui mettre toutes les propriétés. Et quand on fait build, il crée un employé avec toutes ces propriétés-là. Et il y a juste des petites méthodes qui vont retenir toutes les propriétés qu'on a demandées. Vraiment super basique. Hein. On va voir plus tard que ça peut devenir plus compliqué, je l'avoue. Mais vraiment, à la base, c'est assez simple. Et ce qui est important surtout, c'est que c'est tout le temps la même chose. On avait dit, on voulait des tests déterministes. Chaque fois que je l'exécute, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de variation. Donc, certainement pas autoriser la moindre chose aléatoire alors dans le builder, mais même dans vos tests. Hein. Dans vos tests, jamais de trucs aléatoires. Jamais de... En fait, même la date, c'est un problème. Mais bon, on ne va pas trop jouer là-dessus, mais j'ai déjà vu les tests qui se cassaient le 29 février. Rouge ce jour-là, puis le lendemain, c'était bon. Donc, même la date, en fait, si on prend la date du jour dans votre test, tous les jours, il y a un truc qui est différent quand vous exécutez votre test. Quoi. Donc, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est exactement sur ça que je suis en train de travailler pour le moment, moi. C'est de régler, entre guillemets, des problèmes de test sur des dates. Enfin, on a différentes solutions actuellement, mais d'essayer de simplifier un petit peu ça. J'avais écrit un article il y a 2-3 ans, je pense, sur mon blog. Donc, ceux qui sont intéressés, vous retrouverez, il y avait déjà une solution avec un datetime provider qui peut régler un petit peu ces aspects de problèmes de date. C'est pour moi la meilleure solution. Oui, il y a différentes solutions. Nous, on avait utilisé à un moment donné une injection de dépendance, donc un service qui renvoie la date. Et donc, du coup, on peut le moquer en quelque sorte dans les tests unitaires. Il y a un système de datetime provider qui permet de faire ça. .NET 8, maintenant, possède un time
un time provider, je pense, system.time provider, qui permet un peu de simplifier cette gestion-là, mais bon, qui m'enclenche moi perso d'autres problèmes. Bon, bref, c'est une discussion en soi, cet aspect de date, mais dans toute application, en général, il y a des dates, et donc du coup, à un moment donné, on va devoir les tester, et comme tu dis, ça pose toujours un problème, quoi. Que ce soit le 29 février, que ce soit un changement d'heure, parce que parfois il y a les dates et les heures. Donc, oui, c'est ça, c'est encore plus les heures. Typiquement aux États-Unis, puisque moi je travaille avec eux, ils ont changé l'heure le week-end passé. Et donc, typiquement le genre de choses dans les tests unitaires qui peut poser problème chez eux et pas chez nous. Enfin bon, bref. Les dates et les heures dans les tests, c'est compliqué. La règle à retenir, c'est que si un test, on le relance à un autre moment et que c'est plus le même résultat pour sans qu'on ait rien changé, c'est qu'il y a un problème, il faut essayer de régler ça, quoi. Tout à fait. Un des time providers, moi, c'est ce que j'utilise beaucoup. Et sinon, il y a au moins le fait de... dans les tests, on peut parfois aussi quand même dire dead time today, moins une semaine, etc. Mais on a plus de problèmes, quoi. Ça dépend de nouveau, parce que je pense qu'il faut être pragmatique. Sur les projets où il n'y a pas où la date n'est vraiment pas un problème, alors pourquoi pas. J'en arrive toujours à un moment à une fonctionnalité où là, la date est importante. Au final, on finit toujours à zéro. Finalement, on va quand même prendre un time provider, mais ça peut venir plus tard. Ah oui. Bon. En tout cas, oui, pas de variation dans les tests. Et alors, parce qu'il y a une librairie qui font ça, comme AutoFixture, en fait, fait des builders comme ça pour vous automatiquement. C'est bien, mais alors souvent, c'est plein de valeurs générées et aléatoires. À chaque exécution, c'est d'autres valeurs. Et c'est ça qu'il faut vraiment éviter parce que mais alors du coup, j'ai déjà vu des projets, il y a ça, et il y a des tests qui sont pas stables parce que parfois la valeur est trop longue, parfois. Parfois ça pète et parfois pas. Ouais, c'est ça, et on veut surtout pas ça. Alors qu'ici, je vous l'ai montré, c'est super simple et au moins c'est tout le temps les mêmes valeurs. Donc voilà, maintenant on a nos tests qui sont déjà beaucoup plus clairs. Je pense qu'on peut aller plus loin. Oui, parce on peut aller plus loin. En fait, la suite ici, ça va être ici vraiment pour moi presque une dizaine de minutes pour rester un peu dans les temps du podcast. Hein. On va aller vite. Alors, parce que de toute façon, la suite, le gros truc, c'était le vraiment test data builder. Je pense que ça apporte énormément. Pour être honnête, le problème sur les gros projets du test data builder, parce que je veux dire, il y a chaque fois un inconvénient, c'est qu'il va devenir de plus en plus compliqué. Sur certains trucs, ça va, mais il y a des cas où, en fait, pour que le modèle soit tout à fait valide, en fait, il faut créer pas mal d'objets. Et donc, quand je dis juste, il faut s'en tenir à, moi, je veux un employé qui a un salaire de 3 000 €, ou moi, et pouvoir dire, en fait, à un autre moment, non, moi, je veux un employé, et ici, c'est juste d'autres exemples à chaque fois. Il y a un nouveau. Ou je veux un employé qui a une prime, ou je veux un employé qui a droit à un téléphone, ou qui n'a pas de téléphone. Il faut pouvoir juste dire ça, et que tout ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne soit généré automatiquement. Parce que je ne dois jamais devoir le dire moi-même si ce n'était pas ça qui m'intéressait. Et donc, parfois, ça fait des builders un peu plus compliqués. Dire oui, mais attends, parce que s'il n'a pas de téléphone, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir ça non plus, etc. Voilà. Mais de nouveau, une complexité qui vaut le coup. Pour simplifier, en fait, la complexité, on a caché plein de choses ici, mais on n'a pas supprimé de complexité. Hein. On l'a juste déplacé, on l'a mise dans les builders. Et donc, moi, c'est mon choix de design, de dire je veux des tests super clairs, super simples, qui disent très clairement, quelqu'un qui n'a pas de téléphone, il a un coût de 0 dans le téléphone. Alors, c'est assez évident, vous allez me dire, mais donc je veux des règles assez claires comme ça, qui se lisent facilement avec l'exemple ici. Et pour avoir ça, je veux bien avoir des builders un peu plus compliqués ou des petits inconvénients comme ça. Bon, là, on a fait le tour des tests de composants. Et donc, moi, je disais bien, ça va être vraiment, les critères d'acceptance vont chaque fois se retrouver souvent ici, en tout. Et je vais peut-être en rajouter moi-même, mais vraiment, les règles données par mon client, elles vont chacune donner un test différent. On avait dit qu'on voulait voir des tests de composants, mais aussi les tests d'intégration pour tester le repository, parce que jusque-là, on ne l'a pas fait. Mais la suite va aller plus vite, hein. Il n'y a plus grand-chose à voir. Les tests d'intégration sur le repository, ils sont assez simples, en fait. On va avoir des tests qui vont créer un repository, lui donner une connection string avec une DB, et ils vont faire quoi? Ils vont faire, je crée un employé, je le mets dedans, puis je récupère cet employé, je vérifie que tous les champs sont bons. Ici, pas de builder, puisque ici, c'est vraiment spécifiquement toutes les valeurs. Il n'y a rien par défaut, je vois toutes les valeurs et je vais les vérifier toutes. Donc ici, je n'ai pas ça. Mais donc voilà, des choses assez simples. Je peux aussi mettre à jour l'employé, puis voir si quand j'ai mis à jour, il y a bien les nouvelles valeurs, etc. Je teste ça sur tous les champs. Et je suis assez sûr que mes requêtes SQL qui font les updates, qui font les inserts sont correctes, puisque je les utilise ici chaque fois.
Alors, j'ai pas envie de dépendre d'une DB qui doit être disponible quelque part, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va créer la base de données à la volée, même pour ces petits tests ici d'intégration. Donc, on va créer une base de données à la volée, ici, dans un container SQL. Le code de tout ce que je montre ici est disponible sur mon GitHub. Je donnerai le lien. Donc, vous pouvez regarder exactement comment ça marche. Mais, ici, vous avez vraiment... Une chose que je remarque... Ouais. Une chose que je remarque dans ton code, je vois que tu utilises des check.dat et des is, etc. Tu n'utilises pas le par défaut, ce qui se trouve par exemple dans XUnit ou dans les autres, le assert point quelque chose. Non. Il y a une raison. Alors, des librairies d'assertion, il y en a plein. Alors, la petite nouvelle du moment, c'est que la plus populaire, Fluent Assertions, était open source et maintenant il y a quelqu'un qui a racheté ça et elle est avec une licence. Il y a une alternative, il y a un fork évidemment, comme toujours. Donc, je pense que celle qu'on choisit, c'est pas très important, tant que c'est pas celle par défaut de XUnit ou un truc comme ça. Il y a ce petit côté de rendre le check lisible, c'est intéressant. Et de nouveau, c'est pour moi pas la plus grande valeur ajoutée, même si c'est quand même pas mal. Hein. Mais ce qui est vraiment bien, ne serait-ce que parce qu'au moins il n'y a pas les trucs qui sont inversés, que pour tout le monde c'est bizarre. Le expected et le actual sont toujours dans le sens inverse, on se trompe toujours. Enfin, bref. Ouais. Ici, c'est plus clair. Mais surtout, ici, en fait, quand il y a une erreur, et tu en as parlé, quand il y a une erreur dans un test, dans une pipeline ou quoi, et qu'on doit aller regarder le détail, on comprend pas toujours, on n'a pas le code avec, etc. On comprend pas toujours ce qui pose problème. Et en fait, ici, ces librairies, généralement, elles vont donner des messages bien plus détaillés sur qu'est-ce qui n'a pas été. Ok. Donc, il y a vraiment quand même une raison derrière ça. Quoi. Oui, pour moi, ça vaut vraiment le coup d'utiliser ces librairies. Mais alors, on comprend, on prend c'est Influent. Oui, alors oui, c'est parce que je voulais les tester. C'est le seul que j'avais pas. Donc, il y a Shoodly, Fluent Assertions, maintenant, c'est remplacé par Awesome Assertions, je crois. Donc, ces deux-là sont vraiment bien. Ici, je sais, Influent, c'est la petite nouvelle. Bon, au final, ils vont généralement vous trouver peut-être se différencier sur. Nous, on a des assertions pour des cas encore plus particuliers, des choses comme ça. Celle-ci, elle est plus axée là-dessus, je pense. Ouais, alors, ok. Et vous voyez, pas de souci d'avoir plein de asserts dans mon test. Hein. Tant que conceptuellement, je vérifie qu'une seule chose. Ce qu'on veut pas, c'est j'asserte ça, et puis alors je fais encore autre chose, et puis je fais encore un assert d'autre chose, et puis on ne veut pas avoir à plein de moments du test des asserts, mais juste à la fin, on vérifie ce que vous considérez être une chose. On ne veut pas plein de raisons pour que ça casse, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais donc c'est OK ici, je vérifie juste que mon employé a été bien mis. Voilà. Une dernière chose ici. Donc ça, c'était les tests d'intégration. Hein, j'ai dit, on lui donne une connection string ici, et puis du coup, il pourra se connecter au repository. Et puis, je vous ai parlé des tests, j'ai peut-être un petit schéma ici pour montrer ça, des tests de contrat. Et en fait, c'est super basique. Oh là là, désolé. C'est super basique. Mon test de contrat, il appelle, le test normal, il appelle déjà le repository, et puis ça fait des appels dans la DB. Le test de contrat, c'est juste de relancer exactement les mêmes tests sur le mock. Et si le mock se comporte exactement de la même façon qu'un repository, ou en tout cas à l'air, les mêmes tests devraient passer. Et donc, c'est ça de faire des contract tests, en tout cas sur ces trucs, c'est de relancer les mêmes tests. Et techniquement, en fait, ce n'était pas très compliqué. C'est ce code-là qui reprend juste les tests, donc ça va redupliquer, en fait, tous les tests vont être dupliqués, mais cette fois-ci, on leur met un mock au lieu de mettre le vrai repository. Et au niveau des tests, tu dupliques les tests en remettant un nouveau repository, donc en mettant le mock integration test. Comment ça se passe? Alors ici, juste le fait d'avoir fait ça c'est une autre classe en fait. Donc il va avoir. Ah oui, tu hérites de la classe de test. Voilà, le petit truc astuce, comment est-ce qu'on le fait finalement. Il y aura l'exemple, plus vous pouvez le regarder. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir qu'il y a moyen de faire ça et que c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez ici, on a ici le repository DB integration test et le repository mock integration test. Et tous les tests, en fait, dedans, c'est les mêmes. Bon, chaque fois, il est dupliqué. Bon, ici, c'est juste un exemple, il n'y a pas beaucoup de tests. Mais j'avais pas vu que tu hérites de la classe de test en question. Et non, c'est malin, c'est bien. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, si je lance tous les tests, on peut voir que donc j'ai la DB ici locale qui est dans un container SQL. Et je fais des refresh, là, il n'y a pas grand-chose. Et d'un coup, hop, il y a 2 DB qui apparaissent. Vous voyez, elles sont avec des ID générés. Il y en a même 2, parce qu'en fait, alors voilà, faut optimiser entre rapidité et isolation. Donc, il y a plusieurs tests qui vont s'exécuter dans une même DB, tous les tests d'une même classe.
mais pas tous les tests non plus, parce que j'ai voulu essayer d'isoler un petit peu quand même. Donc ça, c'est des choix de nouveau design, il faut voir ce qu'on préfère. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, je rafraîchis et c'est déjà fini, quoi. Et donc, ces DB sont chaque fois systématiquement la même DB. C'est ça qui est important, c'est qu'on repart chaque fois de rien, quoi. Et dans cette DB, on veut qu'il n'y ait pas de données de base ou quoi que ce soit. Le test va créer toutes les données qu'il a besoin. Et ça nous mène au dernier. C'est ça, ouais. Ouais, c'est le dernier. Et va la détruire à la fin. Je voulais montrer. Pardon? Et va la détruire à la fin. Ouais. Donc, on est obligé de recréer tout à chaque fois, mais on ne recrée pas une DB avec un gros script SQL qui insère plein d'employés, plein de trucs, plein de machins, parce qu'on va avoir de nouveau le problème qu'on avait avec mon bonhomme Pool World qui est belge, est de tel endroit, enfin, est à moins de 20 ans, etc. Et qu'on ne saura pas quel test a besoin de quoi dans ces données-là, en fait. Mais comment tu crées la DB? Tu crées la DB en exécutant un script SQL de création de table, vide. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même alors, sur un projet plus sérieux, j'avais vraiment le projet SQL c'était assez bien, en fait. Donc, un projet plutôt professionnel plutôt que l'exemple. Là, tu peux vraiment, dans ta pipeline ou dans le domaine de la compilation, récupérer le projet database, avoir le script SQL de création, le transformer un petit peu, malheureusement, et puis le réexécuter pour créer une DB à partir de ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc du coup, tu peux avoir ton projet DB qui te sert vraiment à ta DB en prod, et en même temps, c'est le même. Donc, si tu fais un changement dans la structure de ce projet-là, tu relances la compilation, tu relances les tests, ils vont vraiment utiliser la structure à jour que tu as vraiment, qu'on va appliquer en production, et ils vont se lancer là-dessus. Donc, ça, c'est quand même, c'est vraiment bien. On a ici le database. Voilà. Ici, je fais ça. On a ça ici. C'est le projet de démo, quoi. Oui, voilà. Impec. Et en fait, on va utiliser cette technique de DB pour la dernière chose que je voulais montrer, qui était le test d'intégration, le grand, celui où si on ne s'embête pas à faire les tests de composants et les petits, on n'a pas envie de faire ça, il y a une autre alternative qui est envisageable, qui est on fait un test et en fait, on ne met pas de mock, on met des vrais repositories avec des connection strings et puis on se connecte à la DB, qu'on va démarrer à la volée comme on vient de voir ici, évidemment. Donc, le début ici, ça va reprendre ça. Une chose de nouveau, vous pouvez regarder l'exemple sur GitHub. Et les tests sont les mêmes, c'est les mêmes. En fait, on ne voit pas de différence. C'est la même chose. Avec une particularité qui est que ici, quand je lui dis, vas-y, crée c'est là-dedans qu'il va créer le contrôleur, les services, etc., le repository, le vrai. Il va aussi lui mettre une connection string de la DB qu'il a créée. Donc ici, il y a quand même pas mal qui se passe quand je fais ça. Donc la DB qui est créée pour toute la classe ici, en fait. Mais donc ce test-ci va vraiment se connecter à la DB. Et ce qui est très important, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, c'est il va insérer toutes les données qu'on a ici. Il va insérer toutes les données du test. Chaque test doit créer ses propres données. S'ils vont ici partager la même DB, ben, il faut que chaque test crée les données dont il a besoin. Et c'est ça qui peut rajouter une complexité par rapport aux autres tests qu'on vient de voir avant, c'est qu'ici, dans une DB, on a encore plus de contraintes. On va se retrouver avec mais on ne peut pas créer un employé sans qu'il soit dans un département. Et à un département, il faut qu'il y ait un autre employé qui soit le manager. Et en fait, il faut aussi définir quelle est la région dans laquelle il est. Et alors, du coup, on a beaucoup de choses à créer. Et là, il faut quand même arriver à se forcer à ce que le test crée la plupart des choses, sauf vraiment les choses qui sont totalement statiques, genre le type de contrat de l'employé. Oui, il n'y a que deux types de contrats, soit il est indépendant, soit il est employé. Ben, OK, si ça c'est vraiment super statique, c'est juste quelque chose qu'on peut mettre dans le script SQL initial. Sinon, il vaut mieux qu'on recrée tout. Alors, à chacun de choisir où est-ce qu'il met la barre, mais quand deux tests s'exécutent et réutilisent le même département, ben, à un moment, il y a un test qui voulait un département où il y a deux managers et les autres tests, tout à coup, ça ne marche plus parce qu'il ne faut pas de manager. Enfin, voilà, on peut Parce qu'ici, vraiment, on partage les instances, on partage vraiment les données. Donc, c'est ça qui est risqué. Si on veut, certains veulent aller plus loin, ou il y a pour des tests comme ça plus globaux, comme tu es en train d'expliquer, qui font vraiment toute la chaîne. Et si vous avez, deuxième condition, des aspects plutôt de site internet, de site web, c'était Adrien et Christophe ici avaient fait une présentation, je vois ça en décembre 2023 sur Playwright. C'était le podcast 99. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, pour un framework qui va là analyser le résultat d'une page web. Donc, c'est un peu dans le même principe, mais
Ici, c'est celui que j'appellerais celui de bout en bout, end-to-end, où vraiment, on va vraiment passer du navigateur, tout ce qui est tout le JavaScript, le serveur, la DB, enfin tout. Et c'est très utile, c'est vrai que ça va être une très bonne idée pour ça. Voilà, on se connecte vraiment sur un vrai site web. Alors, un vrai site web, soit un site créé pour les tests en local ou un vrai site web, pas dire de production, parce qu'en général, on fait des modifs dedans, donc c'est pas bien. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment les tests de bout en bout. Et de nouveau, ici, l'idéal, c'est si on peut éviter que tous ces tests partagent une instance, un truc existant que tout le monde a. Alors, le rêve, ça coûte très cher. C'est que de recréer, en fait, tout le service et le site qu'on est en train de tester pour chaque exécution de test. On peut pas toujours se le permettre, mais en fait, on a beaucoup de gens qui vont galérer avec tous ces tests qui vont s'exécuter sur en fait, un même environnement où tout le monde a de ses données de test dedans. Et attention, touche surtout pas à cet employé-là, il faut qu'il s'appelle Poulvord et pas autre chose. Donc voilà, c'est ça le risque. Mais je pense qu'on a fait le tour ici. C'est très bien. Je réfléchis si j'ai encore autre chose à ajouter là-dessus. Je pense pas. Si je devais conclure, on a vu que les tests de composants et les tests d'intégration, c'est vraiment une combinaison que moi j'aime beaucoup, les petits tests. On a vu qu'il y a des tests de contrat qui peuvent être utiles aussi pour vérifier que nos mocks sont bien faits. Les mocks vont avoir tendance à être un peu plus compliqués si on a ça, parce qu'on a plus d'exigences dessus. Donc le mock, on va commencer à dire, sinon le mock est super basique. Le mock, il peut répondre vraiment des choses, juste renvoyer des choses hard-codées, des valeurs hard-codées tout le temps, et il n'y a pas vraiment rien de très intelligent. Mais si on veut qu'il puisse passer tous les tests que le repository passait, il faut qu'il ait un peu plus de logique. C'est ce qu'on a vu. C'était quand même pas extraordinaire, mais c'est un peu plus de logique quand même. Mais finalement, c'est pas mal parce que ça veut dire, c'est le but en fait. On veut que notre mock, quand on utilise nos tests, il soit un peu plus intelligent. C'est pas un truc totalement faux qui est un peu trop loin de la réalité, quoi. Donc ici, il sera vraiment comme la réalité. C'est le but. Et puis alors, je vous ai dit, moi, je fais beaucoup d'attention sur le nom de mon test pour que ce soit très clair, que ce soit une règle métier. Quelle est la règle métier que je veux valider. Il faut absolument que les tests soient déterministes, ils soient stables et pas quand on les lance que ce soit pas différent. Et les tests data leader, ça aide super bien pour rendre les tests beaucoup plus clairs. Et tu vois, avec ça, il n'y a plus beaucoup de duplication dans les tests au final. C'est bien, c'est une bonne idée. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent des remarques de personnes qui me disent mais souvent des clients d'ailleurs, qui me disaient oui, faire des tests, ça prend énormément de temps, c'est inutile, ça sert à rien, on travaille, faire du code qui est pas mis en production, etc. C'est totalement faux. Le temps qu'on gagne pour le débugage, déjà pour éviter des bugs, qu'il n'y ait pas de bugs qui arrivent en production, le nombre de fois où on se rend compte avant de mettre en production qu'un test plante et qu'on se dit, qu'on réfléchit, on se dit bah oui, la raison elle est là derrière. Donc tous ceux qui vont nous dire les tests c'est inutile, c'est totalement faux. Et à la limite, croyez-moi sur parole par expérience si vous n'avez pas d'autres moyens, mais je peux vous le dire. Et je ne sais pas si toi, Thomas, tu dirais autre chose, mais en tout cas, oui, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, mais pour d'autres présentations, j'ai listé tous les avantages des tests et on pense toujours à, déjà de base, que ça me permet de modifier des choses sans avoir peur de tout casser. Et ça, se garantir que ça fait toujours la même chose, c'est le plus important. Mais je dis souvent, si ces tests, on ne les exécutait pas, si ce n'était pas les tests automatisés, juste avoir la liste de tout ce qui doit fonctionner. Quand je dois faire une modification sur le code de quelqu'un d'autre, si je peux avoir la liste de tous les cas que je dois vérifier après, ça m'arrangerait parce que souvent, je n'ai pas ça. Je change, je dis, je pense que je n'ai pas trop changé le comportement, mais en fait, il va peut-être me dire, attends, ça doit aussi marcher si on met que des -1 en input. Ça, je ne savais pas, je n'ai pas retesté ça. Donc, non, tout à fait. Je serais qu'avoir la liste, même si elle ne s'exécute pas, non, ça a vraiment beaucoup de valeur. Non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est mon petit dada aussi, c'est tous ces aspects de test, et je suis content qu'on soit sur la même longueur d'onde sur tout ça. Voilà, c'est bien, il faut continuer à convaincre. Voilà. Et alors, écrire les tests, c'est quand même encore loin de test-driven development, qui est vraiment juste une approche totalement différente du développement. Ça utilise les tests, mais ça va beaucoup plus loin, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment une approche structurée en fait, du développement. C'est très intéressant, mais c'est tout un sujet. Ok, dites donc, c'est un sujet très intéressant. Merci beaucoup en tout cas à toi de toute l'expérience et de toutes ces explications. J'espère que ça sera clair aussi et plus clair pour certains, parce que c'est toujours un grand sujet, les tests unitaires et notamment les autres types de tests, déjà de savoir ce que c'est. Donc, c'est tout ce que tu as pu expliquer aujourd'hui, c'est très, très intéressant.
Je le dis à chaque fois, on arrive au bout de cet épisode. Et si vous avez d'autres remarques à nous soumettre, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter les vidéos sur YouTube. Vous pouvez nous contacter aussi sur tipeee.com/devapps, nous envoyer des messages. S'il y a d'autres questions, on les transférera à Thomas, qui, je suppose, se mettra un plaisir à pouvoir y répondre. J'aime beaucoup le sujet. Voilà. Et pour nous, on se retrouve d'ici 3-4 semaines pour un nouvel épisode. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Thomas. Avec plaisir. Salut.